Et là, nous vous remercions donc pour votre présence sur ce nouveau webinaire organisé par Bretagne Commerce International. Je suis Annie Munier pour vous accompagner et j'ai avec moi d'ailleurs une autre conseillère de BCI que vous connaissez également, Pascal Leborgne, qui est basée dans le Morbihan. Et sur ce thème, sur l'export de boissons soumises à assises dans l'Union européenne et en grand export, nous sommes aujourd'hui avec Louis-Marie Savy, FIDAL. euh, Pourquoi en plus Louis-Marie Savy? C'est parce que Louis-Marie a une expertise et une expérience et un retour d'expérience intéressant sur ce domaine très spécifique, sur l'export de boissons. C'est la première fois, à vrai dire, que Bretagne Commerce International initie un webinaire ou une réunion d'information sur le thème des boissons parce que, et évidemment, la Bretagne n'est pas une région jusqu'à présent, et peut-être le climat le démentira, n'est pas à présent une région viticole, mais il en ressort quand même que nous avons quand même une forte présence de brasseurs, de bières, de cidres, de spiritueux, et que la Bretagne représente désormais une part importante dans le marché du cidre, notamment en France, et pour d'autres boissons également. Étant donné les questions qui commençaient à émerger sur le sujet de l'export vers un pays tiers ou l'expédition vers l'Union européenne, nous avons souhaité donc faire ce webinaire. Louis-Marie, je vous laisserai vous présenter tout à l'heure peut-être, ou vous souhaitez le faire Non, maintenant? non, je Bon. vous en prie, je Alors, me ce présenterai qu'on après. fait très rapidement pour vraiment vous laisser le temps dédié, je rappelle à tous et les personnes qui sont présentes aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, vous nous connaissez déjà et d'autres peut-être un peu moins. Donc, je vais juste passer avec Louis-Marie les slides qui représentent notre organisation. Donc, pour rappel, organisation, association d'entreprises créée par la région Bretagne et les CCI de Bretagne pour accompagner les entreprises dans leur développement à l'international. Donc, je passe ces supports que vous aurez, puisque le support vous est renvoyé par la suite, et que vous aurez aussi le replay sur le site de BCI. Voilà, donc vous aurez toutes ces informations. Le leitmotiv pour vous aider dans votre développement international, effectivement, c'est vous aider dans le diagnostic export, dans la stratégie, dans le marketing à l'international, qui, tout le monde le sait désormais, est extrêmement important, la priorisation en termes de produits marchés. Et moi, donc, et comme Pascal qui vous accompagne aujourd'hui, nous sommes plus sur les aspects techniques et réglementaires. En termes de conseils, vous voyez ici les mots-clés du développement à l'international. Donc, vous les retrouverez, on les passe rapidement. Et vous avez aussi par la suite, donc voilà nos coordonnées en CCI pour l'aspect donc à la fois stratégie, conseil, marketing et l'aspect technique et réglementaire qu'on va développer aujourd'hui. Et pour l'aspect plus, disons, sectoriel, vous avez au siège nos collègues chargés d'affaires, et pour le domaine boisson, donc agroalimentaire, on va poursuivre Louis-Marie. C'est le domaine de Éric Voulant, le chargé d'affaires, qui est donc spécialisé en agroalimentaire. Vous allez passer la slide suivante où l'on voit voilà, les domaines. Et voilà, donc vous avez donc la structure, nos missions et le point essentiel quand même sur lequel je voulais revenir, et on va passer sur la slide tout de suite à suivre, si vous voulez bien, Louis-Marie. Voilà, c'est ça. En dehors des réunions d'information ou des webinaires que nous organisons, un Save the Day, donc notez la date dans votre agenda, l'Open de l'international, l'édition annuelle au cours de laquelle BCI organise des réunions d'information, la venue de tous nos prestataires de l'étranger et des rencontres entre entreprises bretonnes. Donc, cette nouvelle édition 2023 se déroulera le lundi 3 juillet à Saint-Brieuc, dans le parc des expositions ou le palais des congrès. Et vous aurez à cette occasion l'occasion de rencontrer et nos partenaires, et nous, bien sûr, les entreprises bretonnes. Vous pouvez solliciter des rendez-vous. Il y a des ateliers thématiques, des tables rondes de bonnes pratiques, des forums, dont d'ailleurs un forum agroalimentaire que nous organisons cette fois pour la première fois en aspect plutôt réseau, networking, et un village des partenaires. Donc, à conserver dans votre agenda. Avant de passer la parole à Louis-Marie, je rappelle donc à tous que vos questions posées lors de votre inscription ont été prises en compte et transmises à Louis-Marie Savy. Donc, il les a intégrées pour la présentation. Si vous aviez des questions à nous poser durant la présentation, nous vous remercions de bien vouloir les rédiger dans l'onglet
Q et R, et je les lirai à la suite de l'intervention de Louis-Marie Savy. Et je lancerai à la fin également un sondage que nous vous remercions, donc en 3-4 lignes, de compléter pour nous donner effectivement votre avis et peut-être même des besoins en d'autres informations ou d'autres actions. Je pense que pour ma part, c'est tout. Donc, je vais couper mon micro et ma caméra et je vais donc vous donner la parole, Louis-Marie, en vous remerciant. Et à plus tard. Merci beaucoup, Annie. Du coup, j'en profite effectivement pour remercier Bretagne Commerce International qui m'offre l'opportunité aujourd'hui de vous présenter ce petit sujet, qui est en l'occurrence l'export de boissons soumis à assises dans l'Union européenne et également en grand export. Alors, du coup, moi, très rapidement, je vais me présenter. Du coup, peut-être que vous avez déjà assisté à des premières présentations que j'ai eu l'occasion de faire auprès de Bretagne Commerce International. Ça doit être la 4e, aujourd'hui, je crois. Concrètement, en fait, moi, je suis juriste au sein du cabinet d'avocats Fidal depuis maintenant presque 3 ans. Auparavant, j'occupais un poste de direction, en réglementation et douane chez un distributeur en bière, vin et spiritueux qui s'appelle VNB, voilà, ce qui explique ma présence, en Mayenne, physiquement, voilà. Il faut savoir que du coup, à l'époque, du coup, on avait la centrale d'achat avec, la gestion des droits d'assises et donc du coup, c'est pour ça que je suis particulièrement sensibilisé à cette dimension-là et surtout, en fait, je suis sensibilisé avec une dimension très pratique, voilà, très opérationnelle et donc c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, et vous allez le voir juste après dans le sommaire, ça va vraiment être de faire du pas à pas et de vous accompagner dans, vos exportations, de boissons soumis à assises. Que dire d'autre? Moi, il n'y a pas grand-chose à dire, en plus, si ce n'est qu'avant, j'ai été pendant 6 ans sur le port de commerce de La Rochelle en tant que RDE, représentant en douane enregistrée et que j'ai eu un certain nombre de dossiers, liés aux alcools, notamment dans le cognac. Donc, voilà pour ma petite partie. C'est parti. Donc le sommaire, on va rapidement brosser un champ d'application et ensuite on va étudier les 2 statuts très importants, la notion de droit acquitté et droit suspendu. Je suis désolé si je vais commencer en tout cas des choses un peu bateau, mais c'est important que tout le monde autour de la table ait les mêmes notions et les mêmes définitions. On va avoir les documents de circulation, la notion de EMCS et comment ça fonctionne, les contrôles internes qui doivent absolument être faits et je vais avoir l'occasion d'insister lourdement là-dessus. Quelques exemples et un pas à pas avec un mémo de synthèse. Et je finis avec un lexique. Pour faire simple, je pense que normalement on doit en avoir pour, 45 minutes, 1 heure et l'idée ça va être d'avoir un gros quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses. Voilà. Donc hésitez pas à poser plein de questions, voilà, dans le question-réponse, que vous a décrit, Annie, l'idée, ça va vraiment être de rendre les choses le plus pratique pour vous. Et ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Alors, j'ai sous les yeux, hein, la fiche avec la listing, des questions que vous avez posées, donc je vais essayer de tout répondre au fur et à mesure. Voilà. Donc le champ d'application. On va commencer sur les basiques, 4 grands réflexes, d'accord? 1er point, on paye les droits d'assises dans le pays de destination, d'accord? Je vais revenir plus en détail, en fait, de ces 4 points, mais c'est important, en fait, d'avoir cette notion-là bien en tête. C'est-à-dire que, des droits d'assises, quand on dit qu'une marchandise, en fait, est en droit acquitté et je fais le pont juste après sur, la case d'en dessous, elle est en droit acquitté en France. C'est sous-entendu, mais en fait, il faut vraiment comprendre qu'on parle de droit acquitté en France. D'accord? Et donc du coup, chaque réglementation, chaque pays, en fait, va avoir sa propre règle. L'Union européenne, on est sur une union économique, d'accord? Mais par contre, on n'est absolument pas sur une union fiscale. Alors, il y a des dispositions d'harmonisation qui ont été mises en place, au niveau de la TVA notamment. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui compte, c'est que, les droits d'assises allemands, sont pas les mêmes droits d'assises qu'en France, d'accord? Je vais vous donner un exemple. En France, les droits d'assises sur une bouteille de vin, on va être à 3 centimes environ de la bouteille, à peu près, alors qu'en Allemagne, on va être autour de 2 €. D'accord? Donc c'est important d'avoir parce qu'en France, on a le lobby du vin qui a travaillé, en fait, pour réduire les droits d'assises. Donc c'est important d'avoir cette dimension-là. On est sur des produits
avec une fiscalité particulière. Et donc, du coup, vraiment, on paye les droits d'assises dans le pays de destination, sous-entendu le pays de consommation de la marchandise. D'accord? Deuxième point, droit d'assises, on est différent de droit de douane. D'accord? J'ai très souvent entendu cette confusion. C'est en pratique, ça n'a pas de conséquences directes, sauf que c'est important d'avoir les 2 visions différentes. On a des droits de douane qui sont perçus lors de l'importation de la marchandise dans le territoire de l'Union européenne. Donc c'est une union douanière. Donc on a le même droit de douane pour une même nomenclature douanière, quel que soit le pays dans lequel on importe. OK? Pour les droits d'assises, c'est un droit d'assises par pays. Encore une fois, je me répète, je vais beaucoup me répéter, je suis désolé. Mais les droits d'assises, en fait, par pays, chaque pays détermine ses droits d'assises applicables pour ses boissons. D'accord? Donc, les droits de douane vont dans les poches de Bruxelles, en énorme partie, alors que les droits d'assises vont dans les poches de l'État. Ce qui veut dire que les contrôles douaniers qui peuvent avoir lieu, que ce soit sur des droits d'assises ou des droits de douane, n'ont pas la même, comment dire, la même coloration. D'accord? Le douanier, il défend pas, de la même manière, les sous qui vont dans les poches de l'Union européenne que les sous qui vont dans les poches de Bercy. Voilà, pour le formuler autrement. 3e point, droit acquitté et droit suspendu. Je vais avoir l'occasion de retravailler vraiment sur cette notion-là un peu plus précisément juste après. Mais en gros, une marchandise est en droit acquitté lorsque les droits d'assises français ont été payés dessus, d'accord? Une marchandise en droit suspendu lorsque les droits d'assises français, et j'insiste et vous allez comprendre juste après pourquoi, n'ont pas été payés dessus. Dernier point, les documents d'accompagnement. Parce que ce sont ces documents d'accompagnement, et vous allez voir qu'on va faire un vrai focus sur les documents de circulation des boissons soumises à assises, parce que c'est fondamental, pour la bonne compréhension du sujet. Donc dernier gros point sur la partie documents d'accompagnement. Alors, différents statuts du produit. Le paiement des droits d'assises dans le pays de destination. Donc la mise à la consommation fiscale des boissons alcooliques intervient dans le pays de destination de la marchandise. Ça fonctionne un petit peu comme la TVA, si vous avez des notions de compta et de TVA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une marchandise, transite donc en droit suspendu lorsqu'elle traverse un pays. On n'a pas à payer des droits d'assises lors de la traversée du pays. En réalité, on ne va payer les droits d'assises qu'à la destination finale et dans le pays de consommation, de la marchandise. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, 15 des cigarettes, parce que finalement, c'est exactement la même réglementation, hein, des droits d'assises, sur les alcools ou sur le tabac. Les principes généraux sont les mêmes. 15 des cigarettes, en fait, sont suspendus en France. C'est-à-dire que les droits d'assises d'autres États de l'Union européenne ou d'un pays tiers ont été payés. D'accord? Le manque à gagner pour l'État, il est colossal. 15 en fait, des cigarettes, fumées en France, consommées en France, ce ne sont pas les droits d'assises français qui ont été payés dessus. Bon bref, je ferme la parenthèse. Petite remarque, la conséquence directe du fait que le paiement des droits d'assises a lieu dans le pays de destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entrepositaire agréé allemand, donc le statut d'entrepositaire agréé, c'est le statut européen, qui est soumis à une autorisation de l'administration, qui vous autorise à gérer des marchandises en droit acquitté ou en droit suspendu. D'accord? Des marchandises soumises à assises, donc. Donc un entrepositaire agréé allemand ne peut pas acquitter les droits d'assises français. D'accord? L'entrepositaire agréé, c'est-à-dire la brasserie, par exemple, à Munich, ne peut pas payer de droits d'assises à destination de Bercy. D'accord? Dans le même cas, dans le cas d'une vente à l'export, la vente sera donc en droit suspendu, hors taxe, hors droit. C'est un peu des basiques et je suis désolé pour ceux d'entre vous pour lesquels c'est de la redite. Mais c'est important, en fait, j'insiste un petit peu sur cette notion-là, c'est-à-dire que, vraiment, en fait, on paye, les droits d'assises dans le pays de destination. Et ça va avoir un certain nombre de conséquences, notamment, par exemple, dans le cadre de vente à distance. Je vais vous donner un exemple. Du coup, on a un site internet, on produit de l'alcool chez nous, ou alors on est négociant, qu'importe. J'ai un site internet qui est accessible, en fait, en Allemagne. Les Allemands, en fait,
particuliers, hein, personnes physiques, vont pouvoir commander de la bière, par exemple, ou du vin sur ma plateforme qui est située en France. Si je livre physiquement les boissons auprès de particuliers allemands, il faut bien comprendre que ça peut soulever un certain nombre de difficultés. D'accord? Les Allemands voient d'un très mauvais œil, et je vous dis ça parce que j'ai un dossier en cours sur mon bureau. Les Allemands voient d'un très mauvais œil le fait que on puisse avoir des livraisons directes auprès de leurs particuliers résidant sur leur territoire, avec des droits d'accise de pays tels que la France. D'accord? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, on est à 3 centimes de droits d'accise en France sur du vin et on est à environ 2 € en Allemagne. D'accord? Donc le fait de livrer une bouteille de vin, par exemple, en Allemagne, n'a absolument rien d'anodin. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, mon distributeur français se retrouve redressé par l'administration douanière, fiscale, pardon, allemande, sur le montant des droits d'accise sur toutes les marchandises livrées par un expressiste en Allemagne, auprès des particuliers. Donc c'est important de bien, il y avait une certaine tolérance qui était prévue à une certaine époque, voilà, mais qui avait jamais été codifiée, hein, si je puis me permettre. En gros, il y avait un vide juridique. Aujourd'hui, plus ça avance, plus les États, en fait, ont conscience du manque à gagner. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors on n'en est pas là pour le vin, mais des cigarettes sont interdits, en fait, d'expédition. On a interdiction, en fait, d'envoyer par la poste des cigarettes, et c'est pour lutter contre ça, justement. D'accord? Voilà. J'ai tendance à beaucoup parler, je suis désolé. J'essaie de me Merci raccrocher. Pierre-Marie, parce que Louis-Marie, c'est effectivement, important de rappeler, il y a des entreprises de plus en plus d'entreprises vendent en marketing international aussi via un site internet, donc c'est important de le rappeler. Merci. Voilà. Droit acquitté différent de droit suspendu. Donc un produit alcoolique est en droit acquitté, ça veut dire que les droits d'accise ont bien été réglés. Il y a eu ce qu'on appelle la mise à la consommation fiscale du produit. C'est un peu barbare, mais en gros le terme technique c'est ça. Le produit alcoolique en fait en droit suspendu, les droits d'accise n'ont pas été réglés. Donc il n'y a pas eu la mise à la consommation fiscale du produit. Ça a des conséquences du style, les droits d'accise sont nationaux. Un même produit sera donc acquitté en France, mais suspendu en Allemagne. D'accord? C'est pas parce qu'on est dans l'Union européenne qu'on est dans une union fiscale. La preuve que la marchandise est en droit acquitté ou suspendu est constituée par le document de circulation de la marchandise. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va avoir tout un point un peu plus focus juste après sur la partie, document de circulation qui accompagne en fait, la marchandise soumise à accise. Parce qu'effectivement, c'est vraiment ça qui constitue la preuve comme quoi les droits d'accise ont bien été acquittés dans le pays de destination. Alors, tout petit cas, droit d'accise différent de droit de douane. Je sais que le sujet, c'est plus l'exportation, mais j'utilise classiquement cette, heu, cette diapo pour pouvoir séparer ces 2 cas. Dans le cadre d'une importation d'une marchandise soumise à accise, on a une marchandise non Union européenne. Par exemple, demain, j'ai envie d'importer du vin argentin. Voilà, les Argentins font du très bon vin, donc pourquoi pas? On a un passage de frontière, en fait, au niveau de l'Union européenne, donc ce qui correspond au dédouanement, c'est-à-dire au paiement des droits de douane. Jusque-là, c'est assez classique. On a une marchandise du coup qui est mise en libre pratique, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer sur le territoire de l'Union européenne parce que les droits de douane ont bien été payés, d'accord? Par contre, on n'a pas eu la mise à la consommation fiscale avec le paiement des droits d'accise. Donc on a bien une frontière au niveau de l'Union européenne et ensuite une frontière fiscale. Quand je fais venir une marchandise, par exemple, je vais faire venir du limoncello d'Italie. Heu, donc un vrai limoncello, on est à plus de 30 degrés. Donc j'ai un limoncello à 32 degrés qui va arriver. Pardon, je suis désolé pour ceux qui commercialisent du limoncello, je vais me faire voilà, mais gardez ça en tête. On est donc sur une marchandise qui est mise en libre pratique, donc au deuxième point et donc du coup, on va d pour la basculer en marchandise en droit acquitté, il va y avoir la mise à la consommation fiscale avec le paiement des droits d'accise. C'est vraiment ce raisonnement-là, vous voyez? Vous avez ces 3 étapes-là et qu'il faut bien avoir en tête. Droit de douane, ça va dans les poches de l'Union européenne. Droit d'accise, ça reste en France.
Donc, les documents de circulation. Je ne peux pas faire tout dans le détail et il y a eu des modifications réglementaires récentes. Je vais revenir sur ce point-là juste après, mais voilà. J'espère que c'est clair. Annie, est-ce que si on fait un point tout de suite, est-ce qu'il y a eu des questions déjà de poser? Alors, je vérifie tout de suite. A priori, non, pas pour l'instant. Ça a été limpide à ce point-là? Formidable. Nous Donc les avons des documents de connaisseurs. circulation. Formidable. Donc, documents de circulation. Excusez-moi. Donc, c'est un document d'accompagnement qui correspond à la preuve du statut acquitté ou suspendu de la marchandise. Vous avez compris l'enjeu. J'ai parlé de vin, on sait qu'on est à 3 centimes. En vin tranquille, j'entends, pardon. 7 centimes pour du vin mousseux, effervescent. Je vais vous donner un autre exemple, une bouteille de whisky. Ceux qui n'en font pas, par exemple, on est environ en droit d'accise et en cotisation sécurité sociale. Sur une bouteille à 0,70 à 40 degrés, on va être à 6,60 € par bouteille de droit d'accise. Donc le document d'accompagnement, en fait, il vaut très vite beaucoup d'argent. D'accord? Parce que c'est la preuve comme quoi les droits d'accise ont bien été payés ou pas. Donc il y a une notion d'archivage qui est pour moi, de ce point de vue-là, assez fondamentale et je me permets un tout petit focus là-dessus. Quand je viens auditer, les entreprises, souvent effectivement je pose un certain nombre de questions, je fais «le douanier» entre guillemets, mais effectivement il y a souvent un gros travail à faire sur cette partie-là. Donc c'est important d'avoir conscience de ces enjeux au niveau de ces documents d'accompagnement. Je vais opposer 2 choses, DSA d'un côté, CRD, DAE de l'autre. DSA, document simplifié d'accompagnement, ça prouve que la marchandise est en droit acquitté, d'accord? DAE, ça prouve que la marchandise est en droit suspendu, d'accord? Donc DSA, on peut le subdiviser, on a également les CRD. Alors pour ceux qui font pas de vin, ça va pas vous parler. CRD, c'est capsule représentative de droit, donc en fait, c'est la Marianne. Donc je vais faire un petit point focus sur cette partie-là juste après et il y a eu effectivement une modification réglementaire qui a inclus maintenant le DSA électronique. Voilà. Ça change pas grand-chose. Je continue de l'appeler DSA, parce qu'en fait, les DSA électroniques étaient déjà appelés DSA avant, ils existaient auparavant. En fait, c'est un changement en termes de câblage au niveau informatique, du point de vue de l'administration, mais le fond du sujet n'a pas changé et les questions, en fait, se posent toujours de la même manière. Donc, je vais rester sur l'appellation DSA plutôt que DAES, OK, d'accord. parce Tout le monde aura que c'est compris. pas clair, si je commence à parler, voilà. Les DSA, en réalité, on les appelait déjà comme ça, quand bien même on les éditait électroniquement auparavant. Donc, pour moi, ça prête à confusion. Voilà. Donc marchandise, DSA, on a le réflexe en tête. DSA, marchandise en droit acquitté. DAE, marchandise en droit suspendu. On a, que ce soit l'un ou l'autre, 3 options en fait qui s'offrent aux opérateurs. Vous avez 3 manières de mettre en place, de faire ces documents, de les éditer. Vous pouvez le faire de manière manuelle, ça correspond à saisie manuelle. Vous allez avoir, dans la continuité de ce support, un pas à pas, justement, pour éditer manuellement le DSA ou le DAE. Donc je vais vous présenter ça. C'est assez simple, il y a rien de très compliqué, à partir du moment où on fait attention à 2 points un peu bloquants. Mais on a également le système DTI et DTI+, qui permettent d'intégrer un fichier XML ou alors d'avoir une émission directe avec votre système informatique. Ça va dépendre du niveau de technicité, en fait, de votre système informatique. Je m'explique. Dans la précédente structure dans laquelle j'étais amené à travailler, on éditait 17 000 DSA par an. 17 000 DSA par an, c'est absolument impossible de le faire en manuel. Voilà. Et donc du coup, on avait un système en DTI+ qui permettait effectivement d'être directement plugué sur, le site internet de l'administration et donc ce qui permettait effectivement lorsque, le préparateur de commande, finissait la commande, il cliquait sur son PDA, commande validée, automatiquement on avait un message informatique qui était envoyé dans le système informatique de l'administration qui permettait d'obtenir les 21 caractères
du numéro CRA. D'accord? Donc ça marche. Ça marche très bien. Beaucoup d'entreprises continuent de fonctionner en manuel. J'ai pas de difficulté avec le manuel, hein, ça fonctionne très, très bien. Tout va dépendre de la volumétrie, de l'édition de ces documents. Plus il va y en avoir, plus ça va être chronophage. Alors que, effectivement, ce sont des éléments qui peuvent être, automatisés et donc du coup qui vont vous permettre de gagner en qualité. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre beaucoup plus sur cette partie-là. Ça dépend en grande partie du logiciel qui vous permet de gérer votre stock, sous douane, au niveau des assises et donc effectivement, voilà. Si vous avez des questions plus spécifiques sur cette partie-là, il faut vraiment pas hésiter, parce que j'interviens régulièrement sur, le cahier des charges nécessaire à la mise en place de ce type de progiciels qui viennent se plugger sur un logiciel logistique, bien souvent. Voilà. D'accord, OK, bah, c'est bien de le savoir, merci. Donc, une marchandise en droit acquitté, c'est un document qui prouve que la marchandise est en droit acquitté, DSA. Ça correspond également à la CRD, capsule représentative de droit, c'est ce que je vous ai évoqué juste au-dessus. Voilà, je vous ai mis un lien là, en l'occurrence, qui va vous permettre d'aller, sur le Gamma. Donc en gros, on a à gauche les CRD, donc uniquement pour les produits viticoles. Le caractère obligatoire de la CRD, a été supprimé le 1er juin 2019, voilà, suite à un arrêté du 12 juin 2018. Voilà. Pour autant, énormément d'entreprises continuent à garder la CRD parce que finalement, c'est un made in France. Voilà. Quoi de mieux, en termes de made in France? On est à 3 centimes la bouteille. Bon, ça peut toujours être intéressant quand même, gardez ça en tête, de demander des remboursements ou des compensations, pour les marchandises qui partent à l'export alors qu'elles sont sous CRD. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on paye les droits d'accise dans le pays de destination. Si on a une marchandise qui est partie à l'export, d'accord? Grand export, hein, voilà, et que vous êtes en mesure de le prouver, notamment avec la déclaration en douane à l'exportation, avec la mention ECS sortie, vous pouvez demander des remboursements. Alors, il faut faire suffisamment de volume, hein, on s'entend. Mais, faites les calculs quand même. Souvent, les entreprises oublient un peu cette notion de demande de remboursement et il y a de jolies choses à mettre en place de ce côté-là. Et à droite, vous avez un exemple de DSA papier. Voilà. Donc ce DSA papier, effectivement, depuis le 13 février 2023, il n'est utilisable qu'en France franco-française. Voilà. Pour les flux intracommunautaires, pardon, même pas intracommunautaires, pour les flux franco-français, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc du coup, par opposition, on a la marchandise en droit suspendu, DAE, qui était auparavant appelé DAA, document d'accompagnement administratif. DAA était équivalent du DSA, maintenant vous avez compris. Je continue de mettre le DAA parce que dans un certain nombre de documents et notamment peut-être dans vos DRM, vous avez pu voir quand vous alliez dans les questions-réponses, la douane continue de l'utiliser. Voilà. Bon, on n'a plus le droit d'éditer de DAA depuis 2017, hein, que ce soit bien clair, mais c'est pas grave, on continue de le garder, parce qu'effectivement, il peut arriver que l'administration continue de l'évoquer. OK. Donc, le DAE, vous gardez en tête, s'il y a 2 choses vraiment à retenir, vous avez des marchandises en droit acquitté, en droit suspendu. Les marchandises en droit acquitté sont accompagnées d'un DSA, les marchandises en droit suspendu sont accompagnées d'un DAE. Tout petit focus, pardon, je suis désolé, j'ai oublié de l'évoquer, pour la bière. J'ai vu qu'il y avait quelques brasseries, Oui, tout à fait. Je suis désolé, excusez-moi. Tout petit focus. Les DSA, les documents simplifiés d'accompagnement étaient dispensés pour les brasseries avec le code général des impôts. J'ai dit «étaient». Avec la nouvelle codification qui a eu lieu, avec l'ordonnance, voilà, de janvier 2022, voilà, je veux pas dire de bêtises, avec le code des impositions des biens et services, le nouveau CIBS, il y a une recodification et notamment, ont été abrogés, les précédents articles du code général des impôts. La bière bénéficiait d'un passe-droit et les DSA n'étaient pas obligatoires pour la bière. La bière pouvait circuler en droit acquitté sans document d'accompagnement.
C'était les seuls. Donc ça, c'était super, sauf que le CIBS, le Code des impositions des biens et services, n'a pas repris cette disposition. Aujourd'hui, à date, alors j'ai pas eu connaissance de contrôle, hein, rassurez-vous tout de suite, mais aujourd'hui, à date, je n'ai pas, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas envoyer une marchandise en droit acquitté sans avoir de DSA. Et il y a finalement très peu de brasseries aujourd'hui qui respectent cette réglementation-là. Je ferme la parenthèse parce que c'est plus pour les circulations nationales et ça concerne que les brasseries. Mais voilà, gardez ça en tête. Si vous voulez revenir sur ce point-là après, n'hésitez pas à poser une question. OK. Voilà, donc EMCS, Excise Movement and Control System, correspond à ça, en fait. C'est le système informatique au niveau de l'Union européenne qui a été mis en place dans les années 2000 pour accompagner les marchandises soumises à assise. Auparavant, on avait 3 feuillets. Chaque DAE était composé de 3 feuillets. On avait un feuillet qui restait, sur place au départ, un feuillet qui allait à destination et le 3e feuillet revenait au départ pour prouver que la marchandise avait bien été effectivement livrée dans le pays de destination. Ça, ça a été remplacé par un système informatique que vous avez sous les yeux. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça n'a rien de complexe en réalité. Donc consignor, en fait, ça va être l'expéditeur, vous voyez, avec, le petit 1. Donc avant d'expédier la marchandise, excise goods, vous voyez, et d'avoir le mouvement, il doit envoyer dans son système informatique un message comme quoi il souhaite envoyer une marchandise soumise à assise, quantité, pourcentage d'alcool, et cetera, auprès du consignee destinataire, qu'il soit en France ou dans l'Union européenne. Donc vous voyez là, on a fait le 1, le 2. Au 2, on a donc l'accusé de réception. En général, ça correspond à la délivrance du numéro CRA. Donc le numéro CRA, pour ceux qui ont déjà vu un DSA ou un DAE électronique, c'est un numéro avec 21 caractères qui commence par 23 FRG, tatata. Donc le numéro 3, donc du coup, là, on a l'expédition physique de la marchandise. On peut avoir, quand on change d'un état à l'autre, un message qui va passer entre Bercy et Berlin, qui va permettre de prévenir Berlin à destination, de l'arrivée potentielle de la marchandise soumise à assise. Et Berlin va lui-même, et là on est à l'étape numéro 5, envoyer un message auprès de l'interface de l'allemand, de l'entrepositaire agréé allemand, comme quoi il va recevoir une marchandise. Donc il voit un accusé de réception. Il voit une marchandise qui va arriver, mais qui n'est pas encore physiquement sur place. Là, on est au point numéro 6, on a la marchandise qui arrive physiquement chez nous. Et donc du coup, 7, on accuse réception de la livraison de la marchandise. D'accord? Et donc du coup, derrière, on a un retour comme quoi la marchandise a bien été accusée, réceptionnée, conforme ou non conforme. 9, on va avoir à nouveau un message qui va passer de Berlin à Paris, et ensuite de Paris auprès de notre entrepositaire agréé, expéditeur du départ. Donc vous voyez qu'effectivement, on a un ensemble de messages informatiques qui va jalonner le mouvement d'un seul flux de marchandises. Et là, j'insiste, on parle d'un seul, on va parler, oui, c'est ça, on va parler de flux de marchandises, d'accord? Si vous avez 10 flux dans la journée, vous avez 10 documents à éditer, d'accord? Que ce soit bien clair. C'est un document pour un flux. Je peux avoir un document pour 32 palettes, hein, ça ne me pose aucun problème. Par contre, je peux avoir un seul document pour une seule bouteille. Voilà. Donc une fois que il y a l'émission de ce fameux DAE, la marchandise, en fait, va arriver sur place et donc du coup, sur place, on va avoir la création de l'accusé de réception. C'est ce que j'évoquais avec le fait que la marchandise soit réceptionnée et acceptée conforme, mais il y a également le fait de l'accepter bien que non conforme, réception refusée, partiellement refusée, exportation refusée, et cetera, et cetera. Donc effectivement, là, je vous incite quand vous recevez de la marchandise, sous DAE, quand la marchandise ne correspond pas exactement, c'est important d'indiquer, «Accepté bien que non conforme» avec le détail des anomalies, d'accord? Ça va envoyer un petit drapeau dans le système informatique de l'administration et la douane va savoir qu'il y avait une livraison qui n'était pas conforme, d'accord? Si vous l'acceptez et conforme
alors que la marchandise ne correspondait pas à ce qu'il y avait dans l'envoi, pour le coup, ça peut générer un certain nombre de contrôles. Et là, enfin voilà, faites-moi confiance, je traite, je fais pas mal de formations, mais je fais aussi de la gestion de contrôle et contentieux douaniers. C'est important d'avoir cette vision-là en tête, d'accord? Voilà. Donc il y a un délai de 5 jours ouvrables effectivement pour apurer, ce fameux DAE. J'ai dit beaucoup de choses. Annie, Oui, est-ce qu'il y a des je surveille, est-ce qu'il y a des je questions? surveille les questions. A priori, je n'en vois pas. OK, donc toujours aussi clair. Oui, merci. Hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions, ça va vraiment dépendre, voilà. Je vous ai mis une toute petite, il y a une refonte juridique qui change fondamentalement pas le fond du sujet. Ce que j'ai dit aujourd'hui vaut toujours. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a eu des abrogations de règlements relatifs au DSA qui sont remplacés, bref, mais le document en tant que tel, pour l'instant, n'a pas changé. Ça reste, quand même relativement standard et il y a une refonte également au niveau du système informatique. Voilà, donc je vais pas forcément rentrer dans ce degré de détail-là, heu, mais heu, mais voilà. Donc effectivement, avant d'aller sur les contrôles internes et les apurements, vous comprenez que là, j'avais une petite question sur, l'arrêt des DSA. Alors, vous voyez que techniquement, en réalité, on arrête les DSA, oui, mais au niveau national, de toute façon, ils sont maintenus, d'accord? Donc ça change pas grand-chose, en fait. Vous pouvez toujours éditer vos DSA au niveau national et deuxième point, au niveau communautaire, ça va beaucoup dépendre. On manque de recul. Aujourd'hui, la réforme, elle date du 13 février, hein, 2023, hein. Donc, on manque de recul, en fonction de chacun des pays. Heu voilà. Les DSA communautaires, donc, faire un DSA, par exemple, pour un Italien, pour un Espagnol, pour un Allemand, de mon point de vue, c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que vous envoyez une marchandise qui est en droit à quitter en France, en Allemagne. D'accord? Et vous comprenez que cette situation-là peut soulever un certain nombre de problèmes. Il vaut mieux faire un DAE vers un Allemand plutôt que faire un DSA auprès d'un Allemand. Un DSA, en fait, lorsque vous éditez un DSA pour un professionnel entrepositaire agréé en Allemagne, la difficulté que ça va soulever, c'est qu'il va y avoir une double imposition parce que lui, en Allemagne, il est obligé de remettre des taxes allemande sur le produit. Donc sur le produit final, pour le consommateur, il y a les taxes françaises plus les taxes allemandes. Oui. Donc ça n'a pas de sens. Ce que moi je vous conseille, c'est de passer par les DAE qui fonctionnent très bien. Vous avez des statuts d'entrepositaire agréés en France, vous avez un référent client en Allemagne et vous lui envoyez la marchandise sous DAE et il va payer les droits d'accise allemands. D'accord? Donc, contrôle interne, émission et apurement. Je vais un peu insister sur cette partie-là, parce que de mon point de vue, elle est fondamentale. Ça génère énormément de contrôles. Il faut bien comprendre que les contrôles douaniers, l'administration voit les DAE et les DSA. C'est pour ça qu'ils veulent que ce soit électronique et que c'est le sens de l'histoire finalement. Ça veut dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, du point de vue de la douane. D'accord? Donc, des DAE qui sont pas apurés, qui sont en attente d'apurement, des erreurs, des anomalies, heu des DAE qui sont apurés, mais au bout de 2 mois, alors que la marchandise a été livrée bien avant, et cetera, et cetera. Tout ça, ça va envoyer plein de red flags à l'administration, qui peuvent générer des contrôles. D'accord? Donc c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Ce que moi je vous conseille, c'est d'être extrêmement rigoureux sur cette partie-là. D'accord? Vraiment, il faut faire preuve de la plus grande, prudence, sur cette dimension-là. On ne laisse pas un DAE non apuré pendant 6 mois. Voilà. On relance son client jusqu'à ce qu'il apure et c'est pareil dans l'autre sens. Petit tips, un certain nombre de distributeurs peuvent être tentés, dans un objectif de régler les litiges plus rapidement, de ne de faire de la rétention sur l'apurement. Bah oui, parce qu'en fait, un vous êtes l'entreprise en Bretagne.
Vous éditez un DAE à destination d'un Allemand à Berlin. Si ce n'est pas apuré, le problème, c'est que les droits d'accise sont dus en France. D'accord? Parce que DAE, on se rappelle, DAE, droit suspendu. Ça veut dire que les droits d'accise sont dus en France. Ça veut dire que l'administration douanière française va venir chercher des sous chez vous. D'accord? Donc, c'est très mauvais d'avoir des DAE non apurés. À partir de là, il est très important que l'entrepositaire agréé allemand appure le DAE des réceptions de la marchandise. D'accord? Il peut arriver, dans le cas où il y a des litiges, que certains distributeurs, par exemple, on a des bouteilles cassées, on a des cartons qui sont un peu défoncés, vous vous étiez engagé à fournir des goodies supplémentaires et ils n'ont pas été envoyés avec, etc., etc. À ce moment-là, en fait, certains distributeurs, peu scrupuleux, peuvent faire de la rétention au niveau de l'apurement. Ils ont bien réceptionné la marchandise, par contre, ils refusent d'apurer. Et ben, en fait, ça va régler beaucoup plus vite les conflits parce que vous avez tout intérêt, mais en fait, vous n'avez pas le choix, mais vous avez tout intérêt à régler le dossier le plus rapidement possible. Voilà. Donc, ça fait partie mmh, du mauvais côté de la force et de l'impact négatif que peut avoir ces éléments-là. Parce que, comprenez-moi bien, si le DAE, en fait, n'est pas apuré, la grosse difficulté, c'est qu'effectivement, les droits d'accise vont être dus dans le pays d'expédition. Alors, il est possible d'apporter des preuves alternatives en cas de défaillance du système MCS et notamment grand export. J'ai noté qu'effectivement, il y avait des entreprises qui éditaient des DAE et qui rencontraient des difficultés. On va avoir l'occasion de revenir dessus juste après, mais les preuves alternatives fonctionnent très bien, notamment avec le DAU avec ECS sorti. Relevé de non-apurement. Alors le relevé de non-apurement avec, la mise en place de Ciel, on en a très peu entendu parler finalement. Mais en gros, l'administration, le geste, c'est vous avez des DAE qui sont non apurés, vous devez vous dénoncer. D'accord? Ça, c'était très pratique à l'époque des DA. Maintenant, avec les DAE, c'est beaucoup moins utilisé. Mais j'ai vu que sur la dernière version des DRM, ils avaient mis en place à nouveau ce système-là. Bref, je passe très rapidement. Petit récap, d'accord? On a une bouteille en face de nous. Première question à se poser, est-ce qu'elle est en droit à quitter ou est-ce qu'elle est en droit suspendu? Si elle est en droit à quitter, on a une DSA ou un CRD, ou une CRD, pardon. Donc, on fait une émission où on accole une fois en fait la CRD, c'est soit l'un soit l'autre, hein, pas les deux en même temps. On édite un DSA, mais il y a une seule action. Il n'y a pas d'apurement à destination. La marchandise, elle est livrée avec le DSA. On a fini l'action. Deuxième cas, on a une marchandise en droit suspendu. La bouteille, elle est en droit suspendu. Quand bien même il n'y aurait qu'une seule bouteille, je répète, il faut un DAE. Et à ce moment-là, on a deux actions. On a une émission et un apurement. D'accord? Donc, ce qui compte, le gros réflexe, c'est la preuve du statut acquitté ou suspendu de la marchandise. Et c'est le suivi des DAE. Parce que s'il n'y a pas d'apurement au niveau du DAE, si la deuxième action n'est pas faite, à ce moment-là, les droits d'accise sont dus à l'émission, à l'émetteur du DAE. D'accord? Donc ça n'a rien d'anodin. Est-ce que pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions? Annie, il n'y a pas de questions? Non? Non, je viens de vérifier, il n'y a pas de questions pour l'instant. OK. Merci. Donc, on va passer sur des exemples. Les exemples, vous en avez tant à l'import qu'à l'export, parce que j'ai tout type de clients. Donc, en fait, je vais passer plus rapidement sur les introductions que sur les exportations, mais voilà, ça peut être pratique quand même. Donc, sur une circulation nationale classique, on a donc, DSA, CRD avec livraison de la marchandise. Donc, les droits d'accise français ont été payés sur la marchandise. Mais il est également au niveau d'une circulation nationale possible de faire une livraison en droit suspendu. C'est notamment souvent le cas pour les spiritueux. D'accord? Quand les droits d'accise sont très faibles, comme sur du vin ou du cidre,
j'ai moins de difficultés là-dessus, parce qu'en fait, l'impact de trésorerie est finalement relativement faible. Par contre, lorsqu'on est sur des spiritueux, ça peut valoir le coup d'acheter en fait la marchandise, sous DAE pour payer finalement le plus tard possible les droits d'accise. D'accord? Petit tips, juste pour votre culture, beaucoup de distributeurs, producteurs vendent la marchandise, volontairement sous DSA avec les droits d'accise français payés dessus. Pourquoi? Parce que ça leur évite d'avoir, ça rend plus compliqué de vendre à l'export ensuite. D'accord? C'est possible, mais c'est plus complexe. Ça permet finalement à ce que la marchandise soit distribuée uniquement sur le territoire métropolitain français. D'accord? Et comme ça, on met en place un autre distributeur en Allemagne, un autre en Espagne, et chacun va payer les droits d'accise sur la totalité des livraisons, qui sont faites dans chacun des pays respectifs. Mais le fait de contrôler ces droits d'accise, ça peut être intéressant. Je ferme la parenthèse très vite, mais ça peut être intéressant pour le contrôle de la distribution de vos produits auprès d'acheteurs-revendeurs et notamment de négociants. Ouais, ça c'est une remarque stratégique en fait en développement, c'est important, Ouais, oui. exactement, on est sur Ouais. de la pure stratégie, Oui, on est à mi-chemin entre de la douane et de la stratégie. Mais mais c'est important de le savoir, oui. Ouais. à force d'en manier, en fait, voilà, faut apprendre des gros, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les gros producteurs aujourd'hui, au niveau des alcools, que ce soit sur de la bière, que ce soit sur du vin, mais également, des spiritueux, vendent systématiquement en droit, enfin, f freinent un peu pour pouvoir vendre en suspendu, parce que du coup, ça leur permet de maîtriser leur schéma de distribution. 3e exemple, du coup, une livraison intracommunautaire. D'accord? Donc livraison d'alcool en droit suspendu. Un Allemand ne peut pas payer les droits d'accise français. Donc du coup, il édite forcément un DAE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne dans les 2 sens, bien sûr, hein. Ça veut dire qu'une livraison en droit acquitté en Allemagne ou en France, rétrospectivement, en fait, est pas possible. D'accord? Ça veut dire que quand vous vendez, via un site internet, il est important de trouver un entrepositaire agréé, par exemple à Berlin, qui va servir d'intermédiaire, alors qu'il va vous coûter de l'argent, je sais, mais qui va servir d'intermédiaire et qui va lui-même payer les droits d'accise allemands et les distribuer en Allemagne. D'accord? Donc Ouais. ça existe, il y en a, ça fait des frais supplémentaires, les entreprises freinent et cetera. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, on avait une certaine tolérance de l'administration. Je peux pas dire que ça va dépendre des États, au niveau de l'Union européenne, mais par exemple, les Allemands, c'est plus du tout une bonne idée. Je vous le dis parce que confronté directement à ça, c'est pas une bonne idée avec l'Allemagne. Par contre, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a finalement, pas de droit d'accise sur du vin en Italie. Vous pouvez leur envoyer avec des DSA et donc avec des droits d'accise français. De toute façon, il y a pas de droit d'accise en Italie sur du vin. Donc, en fait, ça pourra passer, d'accord? Mais ça va vraiment être du cas par cas. Donc je vous incite à la plus grande prudence par rapport à ça et à vérifier, en fait, les données et à avoir des veilles réglementaires sur les différents États, où vous êtes amené à vendre, dans le cadre d'une plateforme e-commerce. Donc le point là, qui pourra être important, c'est de bien connaître le site, Europa où l'on va pouvoir aller voir les droits d'accise par pays, c'est bien ça? Voilà, exactement. Ouais. C'est une des combinaisons. Sauf que, par exemple, pour la Suisse, on est sur un pays tiers. Oui, Pour la tout à fait. Grande-Bretagne, on est sur un pays tiers, Ouais, donc ça aura sa limite. ouais. Hem, Finalement, en fait, moi, j'aime bien le grand export. Je suis désolé, forcément, comme tous les douaniers, j'aime bien les frontières. Mais parce que, en fait, je vais avoir un RDE qui Ouais. va gérer toute la partie douane, mais également les droits d'accise. Je vais vous donner un exemple. Hem, quand j'étais chez VNB avant, on a ouvert un magasin en Suisse, d'accord? Donc j'étais chef de projet sur l'ouverture du magasin, pour la gestion au niveau de la centrale d'achat et en fait, moi, j'étais très content d'avoir une frontière. Parce que du coup, j'avais mon RDE à la frontière franco-suisse qui allait s'acquitter de l'ensemble des taxes et donc du coup, j'allais le tenir, vous voyez? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut envoyer et expédier
un produit soumis à assise en Allemagne, mais c'est beaucoup plus compliqué, du coup, de faire acquitter les droits d'accise allemands sur les produits. Ouais. Voilà. Pour les primo-exportateurs ou novices à l'international, RDE, donc représentant en douane enregistré, il y a des termes aussi qu'on Oui, bien n'utilise pas, sûr. mais commissionnaire en douane, c'est voilà, Bolloré, Géodis, Sepner, etc., qui vont faire en votre nom, pour votre compte, une déclaration en douane export. Voilà. Là, on est dans le cadre d'une importation, d'accord? Donc, effectivement, il est possible, d'importer, par exemple, un vin, heu du Chili. Voilà, donc moi, par exemple, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'avais 2 vins argentins, auprès de 2 fournisseurs. On a organisé un empotage en 2 temps du conteneur. Le conteneur, il a fait le premier vignoble, il a chargé la moitié des palettes. Il est allé dans le deuxième vignoble, il a fini de charger et ensuite il a chargé à Valparaiso, au Chili et donc du coup, ensuite, c'est remonté. Quand une marchandise arrive comme ça, on a plusieurs possibilités, d'accord, à l'importation. On peut tout à fait faire un DAU. Donc là, pour le coup, vous allez avoir des droits de douane, parce qu'il y a des droits de douane sur les importations de vin. Par contre, on demande aux RDE, aux transitaires, comme l'a dit Annie, de ne pas payer les droits d'accise dessus, pour des raisons de trésorerie, tout simplement. Donc ça fonctionne en fait. Donc le RDE, Géodis par exemple, va vous éditer, un DAE entre Le Havre et chez vous. Il est également possible d'utiliser un T1, c'est-à-dire un régime de transit douanier qui permet de suspendre le dédouanement et de faire le DAU, à proximité de chez vous avec un transitaire local. Ce que moi j'ai tendance à vous conseiller à faire d'ailleurs. Ça coûte un tout petit peu plus cher, sauf que ça permet une meilleure maîtrise et donc du coup les douaniers vous connaissent et c'est plus facile de gérer d'expérience un contrôle douanier, à 50 kilomètres de chez nous, plutôt qu'un contrôle douanier, au Havre. Je ferme la parenthèse. Je me permets de demander à la personne qui vient de lever la main si elle peut écrire sa question sur Q et R parce que nous ne pouvons pas ouvrir les micros. Merci. 3e livraison possible. Si je reprends mon exemple avec du vin argentin, finalement, en fait, faire un DAE, c'est un coût supplémentaire. J'ai que, 150 € de droits d'accise sur mon conteneur entier rempli de vin et bah, finalement, peut-être que je peux demander au RDE, donc au représentant en douane enregistré, de payer pour moi l'ensemble des droits d'accise avant la livraison. Donc la marchandise est vraiment en droit acquitté. Les 3 étapes que vous aviez vues au début, avec la mise en libre pratique et ensuite la mise à la consommation, ne font plus qu'un. Donc ça fonctionne également très, très bien. Pas de difficulté particulière avec ça. Tous les RDE ne font pas de l'alcool, ça il convient quand même de le rappeler. Comme dès que vous avez des opérations internationales, c'est important de choisir un peu les RDE, entre guillemets, de faire le choix du bon père de famille. Parce qu'effectivement, cette notion-là est pas forcément, tous les RDE n'accepteront pas de traiter, des produits soumis à assises. Pour des raisons évidentes de réglementation, de traçabilité supplémentaire et cetera et cetera. Comment peut-on les trouver? Est-ce qu'il y a, comme pour les entrepositaires agréés qui doivent s'enregistrer auprès des douanes, un Non, répertoire des non. commissionnaires en douane répertoriés en droit d'assises? Non. OK. Non, il faudra les appeler. En fait, vous appelez OK. vous les appelez, alors, BCI aura bien évidemment une liste, Mmh. et vous allez voir qu'en fait, ils ne vont pas tous accepter. Alors je peux pas pointer du doigt, Non, bien non, sûr. bien sûr. Ouais. Mais en fait, pour des raisons de sécurisation au niveau des flux logistiques, on a des RDE effectivement qui refusent de faire ça, donc faites preuve de la plus grande prudence sur le choix du RDE par rapport à ça. On avait un exemple tout à l'heure sur, une question notamment à l'export hors Union européenne quelqu'un qui rencontre des difficultés. C'est exactement le cas qui est sous les yeux, c'est-à-dire qu'on a un RDE qui va éditer un DAE au grand export. Alors 1er point, le RDE grand export, le DAE grand export en fait est un tout petit peu modifié par rapport au DAE classique, que ce soit sur une livraison nationale ou intracommunautaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer de destinataire, d'entrepositaire agréé destinataire sur le DAE. En réalité, vous allez rentrer, un lieu de sortie.
un point de sortie. Alors, premier point, donc FR 002300 par exemple, c'est Le Havre. Voilà. À force, on les connaît un peu par cœur. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ce point de sortie, alors déjà, il n'est pas bloquant, hein. Quand bien même vous mettez le port de Sète alors que la marchandise part par Marseille, ce ne sera pas bloquant. Donc, on respire sur cette partie-là. Et deuxième point important, le DAU, c'est la déclaration en douane à l'export, qui va apurer, clôturer votre DAE, d'accord? Avec la mention ECS sortie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand alors ça je l'ai beaucoup fait moi, quand un RDE, déclarant en douane, rentre le DAE dans sa déclaration en douane, il doit recopier les 21 caractères du DAE, du numéro CRA. Vous vous rappelez le 23 FRV tatata. S'il y a une faute de frappe, vous n'aurez pas d'appurement au niveau de votre DAE. Très souvent, dans la majorité des cas, ce qui présente des difficultés, et là du coup, j'essaie de répondre, c'est vraiment cette partie-là. C'est-à-dire que, le déclarant doit recopier sans faute l'ensemble du numéro CRA qui est indiqué sur le DAE. Et c'est souvent sur cette partie-là que ça présente des difficultés. Pour vous donner un exemple, pour beaucoup de RDE transitaires, ils ont des obligations de rentabilité, par minute sur une déclaration en douane. D'accord? Donc c'est 7 minutes pour une déclaration en douane à l'exportation. Pour vous donner un exemple d'un des gros, transitaires de la place, 7 minutes pour une déclaration en douane à l'exportation et 10 minutes pour une déclaration en douane à l'importation. Et ben, vous comprenez bien que quand vous avez 7 minutes pour faire une déclaration en douane à l'exportation et que vous avez, une dizaine de DAE pardon, à recopier, une erreur est vite arrivée. Et en fait, ce qui Oui. explique très souvent les anomalies sur cette partie-là, à ce stade-là. Tac. Donc là, on va commencer avec le pas à pas. Il me reste une demi-heure, donc je prends 10 minutes pour le pas à pas, ça va aller assez vite. D'accord? Alors, je regarde s'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions? entre-temps. Voilà. Alors, Ah, ah non, alors donc excusez-moi, heu, non, alors non, il y a pas de il y a pas il n'y a enfin, pas de sauf questions. si non, non, Ça je sais marche. pas, non, 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 je pense pas parce que je vois qu'une personne, mais c'est ma collègue, donc je pense que j'espère qu'on n'a pas de problème de prise en compte des questions. Je vérifie quand même. Non. OK. Donc le pas à pas. Tac. Donc vous retrouverez, hein, sur internet, ces éléments-là, notamment sur le site de l'administration douanière qui est très bien fait, hein, concernant ce sujet-là. Alors c'est pas l'interface qui est bien faite, hein, c'est l'aide, pour la gestion de l'interface. Voilà. Parce que l'interface en tant que telle, elle a une grosse vingtaine d'années maintenant. Donc effectivement, ça se ressent un petit peu. Donc du coup, il convient de rentrer sur l'accueil en douane.gouv.fr et de cliquer sur EMCS Gamma. Vous avez 2 parties finalement en fait sur l'accueil de Gamma. Vous avez toute la partie à gauche, donc c'est pour les DAE marchandises en droit suspendu, et toute la partie à droite, c'est pour les marchandises en droit acquitté. Vous voyez, vous avez 2 couleurs différentes pour pas faire de confusion entre les 2. Hem, Là, vous avez le système DTI+ qui vous permet d'importer un fichier XML et de pré-remplir votre DAE. Quand j'étais chez VNV, par exemple, et qu'on envoyait un magasin entier, on pouvait avoir sous certains DAE, quand on l'envoyait en Suisse ou quand on l'envoyait à La Réunion, parce que c'est exclu du territoire fiscal européen, on pouvait avoir des DAE avec plus de 350 lignes, d'accord? Et bah, c'était important quand même d'avoir l'ensemble de la liste. Du coup, on crée un DAE, on clique du coup sur une circulation nationale, ensuite d'importation, enlèvement, une circulation intracommunautaire ou alors une exportation vers un pays tiers. Il y a les informations internes et une date et une heure postérieure à l'instant présent. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'établir ces documents, pas la veille ni l'avant-veille, mais vraiment à l'embarquement de la marchandise sur le camion. Voilà, c'est un point qui est important. Il faut vraiment que ce soit postérieur, mais genre une demi heure, c'est très bien. Voilà.
n'établissez pas les documents 2 jours avant. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir les informations les plus fraîches et d'être absolument certain que le DAE corresponde bien aux marchandises qui sont exportées, qui sont expédiées. L'expéditeur, du coup, vous avez les informations qui sont indiquées, qui sont importées directement du système douanier. Donc là, il faut vérifier que tout soit bon, mais normalement, ça pose jamais de souci. On a le lieu d'expédition. Donc le choix du lieu d'expédition, parce qu'il peut être différent. On peut très bien avoir un expéditeur qui a 3 lieux d'expédition. Voilà. Et de la même manière, on va avoir le destinataire et le lieu de livraison. D'accord? Parce qu'on peut très bien avoir un destinataire avec un lieu de livraison qui va être autre. D'accord? Il est possible, par exemple, d'envisager une livraison directe. Donc c'est important, c'est des mécanismes qui existent et qui permettent justement d'avoir un lieu d'enlèvement au niveau de la marchandise. Pardon, je reprends. Un expéditeur, un lieu d'expédition, un destinataire, un lieu de livraison. Vous voyez? Et donc du coup, en faisant ça, on peut vraiment avoir, une vraie flexibilité au niveau des flux. J'ai beaucoup connu d'entreprises qui faisaient des détours entiers aux marchandises parce que du coup, c'était notre lieu de livraison, c'est nous les destinataires et puis ensuite ils renvoyaient la marchandise dans l'autre sens. Non, non, c'est possible de faire de squeezer cette partie-là. Et ensuite, effectivement, pour finaliser l'établissement du DAU, vous avez les informations transporteurs. Pensez à indiquer le détail, mais également la plaque d'immatriculation. Si on respecte la règle, il faut même aller jusqu'à l'identité du chauffeur. Voilà. La La plaque garantie. Oui, d'immatriculation, c'est pas toujours évident d'avoir la plaque d'immatriculation du. Vous parlez bien du camion qui, enfin, ouais, d'accord, qui part. Ok. ouais. Je sais que c'est pas simple. Quand il y a Je du sais que c'est pas groupage, évident. c'est pas toujours évident, j'imagine. Ouais, beh, oui, mais je sais bien. Mais en C'est fait, un c'est une case bloquante? c'est une case bloquante, donc il faut cocher quelque chose. Ouais, Voilà. ok. Par exemple, moi, ce que je faisais, par exemple, si on était pour la Poste, par exemple, donc effectivement, on est dans le cadre d'un groupage, bah, je rentrais en toutes lettres la Poste. C'est pas parfait, Ok, mais ce qui ok, compte, c'est qu'il y ait une volonté ou alors vous rentrez l'identité du transporteur. Voilà. ok. Mais l'idéal étant d'avoir vraiment la plaque d'immatriculation. C'est notamment pour ça que ce document-là doit être édité finalement, vraiment, au cul du camion, quoi, lors de Hmm. l'exportation. De l'enlèvement, j'entends, pardon. Et là, vous avez du coup les caractéristiques de l'article, donc vous allez retrouver les bières, vous allez retrouver les spiritueux, et cetera. La nomenclature, douanière, la valeur commerciale, elle est pas obligatoire. Pour moi, on la complète pas. La quantité exprimée en litres, je parle pas du nombre de bouteilles, point qui est très important, hein. Poids brut, poids net. On va avoir éventuellement le degré plateau lorsqu'on envoie de la bière, dans des États où les taxes sur le degré plateau sont importantes. Je pense notamment à tous les pays de l'Est, voilà. Nous, tous les latins, on est plutôt, on fonctionne au vrai degré, alors qu'au vrai degré, j'entends, mais au pourcentage d'alcool, au titre alcoométrique volumique, pardon, le terme technique, contenu dans le produit. Par contre, les Allemands, les Polonais, eux, utilisent, systématiquement le degré plateau pour les taxes. Donc c'est important de le rentrer. On va avoir la marque fiscale, par exemple, c'est une CRD. On va avoir l'indication de l'origine, on peut avoir la description commerciale. Là, dans ces cas-là, je vous conseille de rajouter désignation commerciale, centilitrage, pourcentage d'alcool. Et donc du coup, on ajoute des conditionnements et donc du coup, on va rajouter des articles pour que l'expédition corresponde à l'envoi. Voilà. On peut le contrôler pour vérifier et on peut émettre. Et on peut également le sauvegarder dans le brouillon. Il est possible de créer des modèles. Sur les contrôles internes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était extrêmement important de vérifier les DAE au départ et les DAE à l'arrivée. Les DAE au départ, c'est vérifier que ces DAE sont bien partis avec la marchandise et d'autre part, ont bien été apurés à destination avec la livraison physique de la marchandise. C'est primordial d'aller vérifier ces éléments-là et d'avoir un œil là-dessus. Ce que je vous conseille, c'est vous mettez un rappel sur votre ordinateur. Tous les lundis matins, 9 heures, quand j'arrive au travail, je vais vérifier mes DAE et l'apurement de ces DAE. Voilà. C'est des dossiers tarte à la crème pour l'administration douanière. L'apurement des DAE, je l'ai déjà traité, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez faire des recherches simples au niveau des DAE également.
Et ensuite, pour l'établissement d'un DSA, donc c'est encore plus simple, puisque le DAE est plus compliqué par définition. Donc du coup, là, effectivement, on va recompléter les différentes informations, le lieu d'expédition, le destinataire. Je vais aller très vite. Et il y a également la possibilité de créer des modèles. Donc lorsque vous travaillez toujours sur les mêmes produits, voilà, c'est souvent le cas pour les producteurs, il peut être intéressant de créer un modèle pour éviter de passer trop de temps sur cette partie-là. Et il vous les est également proposé de soumettre votre avis sur le site internet en tant que tel. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le RTE doit avoir les codes gamma de l'entrepositeur agréé pour réaliser les apurements de DAE? Question, Non, donc procuration et caution ou pas? non. À l'export, donc grand export, le RDE se contente de recopier dans la case 44 de la déclaration en douane, donc du DAU, le les 24 caractères, corres les 21 caractères, pardon, correspondant au numéro CRA du DAE. D'accord? De toute façon, quand il récupère le DAE, il a vos informations avec le numéro d'entrepositaire agréé, et cetera. Mais gardez en tête qu'en fait, c'est vraiment ce fameux numéro CRA, donc qui permet d'apurer le document et d'apurer le DAE. Voilà. Juste pour les néophytes que nous sommes et certainement pas notre audition, pouvez-vous juste me dire CRA, C-R-A, ce que cela signifie? J'ai oublié. Bon, Je je l'appelle pense toujours le numéro CRA. Non, mais en mais fait, quand vous je avez un pense que je suis la seule de non, non, l'audition mais à ne quand pas le vous avez un savoir, mais DAE, il y a marqué veuillez CRA, m'en donc excuser. non, non, mais je suis désolé, je le savais et j'ai oublié. Il y a pas de souci. C'est vraiment le numéro d'enregistrement, en fait, du titre De de mouvement de la référence, ouais, marchandise. ouais, C'est le ouais, numéro de référence. Il y a 21 caractères et ça commence toujours par le numéro de l'année, donc 23. d'accord, Ensuite FR, d'accord. le pays qui édite dans l'Union européenne. Là, en l'occurrence, c'est GV et puis ensuite, vous avez des zéros et ensuite ça commence. Ouais. OK. Ouais, je suis désolé, Il y j'ai a pas de mangé souci, cette info. Voilà. il y a pas de souci. Donc Ça voilà pour l'instant. Ça, c'est le petit mémo de synthèse, du coup, je vais clôturer pour ma partie. C'est le petit mémo de synthèse, au niveau de que je mets toujours dans mes formations. Parce qu'en fait, j'ai oublié, je suis passé un petit peu rapidement sur ma présentation au début, mais en fait, j'ai finalement au niveau de mon activité 3 pans. Premier pan, en fait, je fais de la formation. 2e pan, des consultations. Donc en fait, je suis consulté par les clients, notamment pour savoir quelle est la taxe à appliquer sur ce produit. Est-ce qu'on est sur une boisson fermentée autre que le vin et la bière? Est-ce qu'on est sur de la bière? Est-ce que, j'ai le droit de rajouter du sirop dans mon vin? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est des dossiers que je traite. Heu, mais mon dernier tiers est vraiment les contrôles et contentieux douaniers. Voilà. La raison pour laquelle on a proposé, du coup, à BCI, cette partie vraiment export et la raison pour laquelle moi, je l'ai vraiment focalisé sur les documents de circulation, les documents qui accompagnent, les boissons alcooliques, c'est parce que en fait, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que voit la douane, en fait. Donc quand on émet un document comme ça, c'est pas, ça n'a rien d'anodin parce que l'enjeu derrière, il est conséquent. Je vais vous donner un exemple. On est à 6,70 € de droits d'accise et de cotisation sécurité sociale pour une bouteille de whisky, à 0,70 à 40°. Si on passe à 43°, on passe à 7,10 €. Donc en fait, 3 degrés d'écart, on prend 50 centimes de taxe, d'accord? Et donc du coup, si on n'appure pas un DAE à destination, on peut avoir des montants qui peuvent être extrêmement, extrêmement significatifs et donc du coup des énormes enjeux. Voilà. Donc ça, c'est le mémo de synthèse, pour clôturer, c'est le mémo de synthèse, en fait, que j'utilise à la fin de mes formations. Vous avez la gestion des contributions indirectes, qui est souvent gérée par la fonction «support» entre guillemets. C'est très souvent la partie, financière, DAF, comptable qui la gère, mais j'ai également des situations où on a plus, la logistique qui va gérer ça et on va avoir l'entrepôt, la production. Donc la gestion D'accord. des contributions indirectes, c'est le rôle, ça va être la tenue de la comptabilité matière.
Donc là, c'est important d'avoir les bons logiciels derrière pour garantir une bonne traçabilité sur les flux. Deuxièmement, l'émission des DRM, c'est la déclaration récapitulative mensuelle. Donc tous les mois, on édite la DRM et donc on paye les droits d'accise sur la marchandise qu'on a mis fiscalement à la consommation. On a l'émission de la DAI, donc c'est la déclaration annuelle d'inventaire. On a l'émission et la réception des documents d'accompagnement, que ce soit DSA ou DAE, et l'archivage. On a le relevé de non-apurement, donc le suivi du fait que les DAE soient bien apurés ou pas. On a eu l'occasion de l'évoquer. Le règlement des droits s'il y a la mise à la consommation fiscale. L'entrepôt, lui, son rôle, l'entrepôt alias production, c'est l'inventaire annuel, le signalement des anomalies et le signalement des casses. Et c'est extrêmement important d'avoir une bonne communication entre ces deux-là. D'accord? Donc, la bonne communication entre les deux, elle est primordiale. Deuxième point, c'est une compréhension par l'ensemble des collaborateurs du risque douanier et notamment du risque financier. Pourquoi j'ai pas arrêté de vous donner des exemples des montants de droits d'accise pendant toute cette formation? C'est parce que j'ai pris conscience que une grosse partie de la pédagogie sur cette matière passait par le fait de faire réaliser aux interlocuteurs, à mes interlocuteurs, la dimension financière. D'accord? Et donc effectivement, ça, c'est fondamental. Bien évidemment, ne jamais oublier qu'il est important de garantir une bonne relation avec le service des douanes territorialement compétent. Voilà, Voilà. c'est ce que je voulais vous dire, effectivement, oui. Ça, c'est un point qui est très important. Vous pouvez être le plus carré possible, mais avoir des mauvais interlocuteurs et ne pas réussir à établir de relations simples et saines avec le service des douanes, ça peut être extrêmement fâcheux. Voilà. Ce que j'ai tendance à conseiller, moi, dans le cadre de mes formations, par exemple, ça fait pas partie du traitement d'aujourd'hui, mais voilà, il faut pas hésiter à inviter la douane, en fait. Très souvent, c'est pas évident de contrôler les entreprises. Alors vous allez me dire: «Oui, on fait rentrer le loup dans la bergerie», mais moi, de mon point de vue, il peut y avoir une vraie valeur ajoutée à mettre en place une relation saine avec l'administration douanière, heu territorialement compétente et notamment lorsque vous réalisez un inventaire. Mettons que vous réalisez l'inventaire le 2 janvier, et bah, pourquoi pas inviter l'administration? Vous avez rien à cacher et en plus, le message renvoyé, si on se met côté douanier, est extrêmement positif. Ah, Donc, ouais. c'est important d'avoir, cette sensibilité-là, en plus de la dimension technique et rigoureuse que j'ai évoquée, en fait, auparavant. Heu voilà, ça se complète extrêmement bien et le dernier point, du coup, c'est de la veille réglementaire. Donc là, effectivement, il convient pour cette partie-là de vraiment avoir une veille sur les modifications ou non, sur les différents documents, sur, les conditions d'émission des documents, des déclarations récapitulatives et cetera et cetera. Bien évidemment, moi, je mets en place ce type de veille pour mes clients. C'est le moment, je suis désolé Annie, où je vends un petit peu ma popote, Il y a mais il y a pas il y a pas il y a voilà. pas de souci. Donc je Mais précise effectivement qu'on hésitez était en pas. sensibilisation. On n'est bien sûr pas en formation. BCI ne fait pas de formation, mais on est en Oui, sensibilisation. Par contre, vous faites des formations et il y a effectivement y avoir d'autres organismes de formation. Je rappelle pour les entreprises qui sont présentes et qui ne les connaîtraient pas, je suis convaincue qu'effectivement tous les opérateurs dans ce domaine, étant donné l'enjeu financier, on a bien entendu conscience que vous êtes certainement déjà très proche des douanes au niveau territorial. Pour le Finistère, à Rennes, je pense que c'est pareil, et dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan aussi. Et au-dessus, enfin, pour les aspects plutôt conseil, vous avez la cellule conseil qui est à la direction régionale des douanes de Bretagne, donc Louis-Marie Sarouy, donc pour nous, elle est située à Rennes. Et effectivement, ce sont des personnes qui sont totalement qui sont dans la sensibilisation. Mais étant donné le degré, à mon avis, même pour eux, douaniers, de spécificité réglementaire, je pense que c'est des personnes dédiées, je pense, même dans les bureaux. c'est ce que j'allais vous dire Annie. En fait, Oui, tous les PAE ne sont pas dotés de personnes, voilà, c'est ça, tankées sur la partie complètement. alcool. Oui, Vous allez dans le oui, cognac, tout à il y a fait. absolument aucune difficulté. Alors, je l'ai pas dit, mais je bouge beaucoup au niveau des régions. Oui, Voilà, je pars sur Valence, demain, par exemple, en avion. J'en ai enfin, voilà, j'ai l'habitude de travailler avec les douaniers un peu partout en France. Hem, voilà, il y a des régions qui sont plus pourvues que d'autres sur la partie conseil en oui, matière oui. de contribution Je, indirecte.
C'est très Voilà. Ouais, spécifique. c'est pour ça que je pense que c'est territorial et nous les connaissons aussi dans les territoires.